Bonjour à tous. Dès les premiers jours de l'invasion, le 24 février 2022, les militaires russes et les combattants de la DNR ont concentré leur attention sur la prise de la ville de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine. Cette ville, de près d'un demi-million d'habitants, est non seulement un port important sur la mer d'Azov, mais aussi un grand centre industriel, puisqu'elle abrite une usine de construction mécanique et 2 géants métallurgiques. Il y a 8 ans, l'armée ukrainienne a réussi à reprendre la ville aux occupants russes. Malgré les bombardements russes sur les zones résidentielles, en janvier 2015, Marioupol vit en paix et se développe rapidement depuis lors. Avant de vous parler de la défense actuelle de Marioupol et des militaires ukrainiens qui, depuis plus de 2 mois, sont complètement encerclés par une armée russe de 15 000 hommes, je vais vous parler de la principale citadelle de cette ville, le géant industriel Azovstal, qui n'a pas son équivalent en Europe. En 1933, à une époque où un grand nombre de personnes en Ukraine mouraient de faim à la suite du génocide bolchevique et du peuple ukrainien, une aciérie a été construite à Marioupol, en Ukraine. Au fil des ans, l'usine se développera pour devenir le géant métallurgique Azovstal, l'un des plus grands non seulement en Ukraine, mais aussi en Europe. Aujourd'hui, tous les médias internationaux regorgent de titres mentionnant l'usine non pas en rapport avec la fabrication de ses produits, mais en rapport avec les opérations militaires en Ukraine. Azovstal a été appelée la citadelle imprenable de Marioupol, et à juste titre. La construction de l'usine a commencé à l'été 1930, et 3 ans plus tard, son premier haut fourneau produisait du fer. Un peu plus tard, la même année, la première unité sidérurgique est entrée en service, le four Martin numéro 1. En janvier 1935, à Azovstal, en plus de la production de fer, la sidérurgie a commencé à fonctionner. Le premier four oscillant à foyer ouvert de 250 tonnes en URSS a été mis en service. En mai 1939, Azovstal établit un nouveau record mondial de productivité journalière des hauts fourneaux. Le haut fourneau numéro 3 produit 1614 tonnes de fer en une journée. Au fil des ans, l'usine s'est progressivement agrandie. 8 ans après le lancement du premier haut fourneau, 4 hauts fourneaux et 6 fours à ciel ouvert étaient déjà en service, et des laminoirs étaient en cours de construction. Après l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie en juin 1941 et avant l'arrêt de la production, l'usine a réussi à livrer aux troupes 2 trains blindés, un atelier automobile et 3 pontons, ainsi qu'à fabriquer des obus de bombes d'avion, des barils de mortier et des boucliers blindés. En outre, plus de 6 000 ouvriers de l'usine sont partis au front. Au début de l'automne 1941, en raison de l'approche de la ligne de front vers Marioupol, le personnel de l'usine a procédé au démontage, à l'expédition et au transport vers l'Oural de l'équipement de première étape. Cette opération a été suivie du démantèlement et de l'enlèvement des équipements de la deuxième phase qui ont occupé 650 wagons sur une période de 2 jours de travail ininterrompu. Le 8 octobre 1941, dans la matinée, les 2 derniers wagons avec le personnel d'Azovstal ont quitté l'usine. Et dans l'après-midi, les troupes allemandes ont pris la ville. Après l'occupation, l'usine a été rebaptisée Azovstal numéro 1 et a été confiée à Alfred Krupp. Les Allemands ont pu restaurer la centrale électrique, les ateliers de mécanique, de montage, de réparation électrique et d'oxygène de l'usine. Ils ont restauré les fours à ciel ouvert d'Azovstal. Et en septembre 1943, avant que les troupes allemandes ne se retirent de la ville, l'usine a été presque entièrement détruite. Les principales installations, les hauts fourneaux, les fours à ciel ouvert et les batteries de fours à coque de la coquerie ont été dynamitées. Il n'y avait pas d'alimentation électrique ni de transport à Azovstal. Après la guerre, l'usine a été progressivement restaurée, les hauts fourneaux et les fours à ciel ouvert restaurés ont été mis en service et un complexe de laminoirs a été construit, destiné à créer des rails et d'énormes sections de produits laminés. Jusqu'en 1953, Azovstal est devenue une entreprise avec un cycle métallurgique complet. L'usine se développe activement et devient l'un des leaders européens de la production de produits en acier.
En 2006, Azovstal est devenu une partie du groupe des sociétés Metinvest et après modernisation, ses capacités de production ont permis de produire annuellement jusqu'à 5,7 millions de tonnes de fer, 5,3 millions de tonnes d'acier et 4,7 millions de tonnes de produits finis en acier. Avant l'invasion russe, l'usine employait environ 10 000 personnes. L'immense territoire de la centrale est pris en tenaille entre le fleuve d'un côté et le rivage de la mer d'Azov de l'autre. L'entreprise dispose de son propre port de marchandises et d'un vaste système de communication souterraine. Imaginez que la superficie totale de l'usine est de 11 km². C'est sur son territoire que se sont concentrés les restes de l'armée ukrainienne et des centaines de civils après 1 mois et demi de défense sanglante de Mariupol. Le fait est qu'Azovstal a un système d'abri anti-bombe de l'ère soviétique. Dès le début du 22 mars, les Russes ont réussi à boucler Mariupol de tous les côtés et à la bloquer depuis la mer. La ville était défendue par les forces spéciales Azov de la garde nationale ukrainienne, la 36e brigade de marine, ainsi que par des gardes frontières, des policiers et des agents du service de sécurité ukrainien. Bien sûr, tout le monde est très curieux de savoir qui sont les gens d'Azov, détestés par le régime de Poutine. Le régiment Azov est apparu en mai 2014 comme un bataillon de volontaires à Berdiansk, à côté de Mariupol. Lors de sa création, elle s'est appuyée sur les membres de 2 organisations civiques, Avtomaïdan et les Patriotes de l'Ukraine. Certains combattants avaient auparavant participé aux manifestations d'opposition sur le Maïdan de Kiev en tant que membres du secteur droit, une association nationaliste petite mais active. Il convient de noter que ses dirigeants idéologiques et ses fondateurs étaient originaires de l'Est de l'Ukraine et que la plupart d'entre eux parlaient russe. Par conséquent, le russe est toujours parlé par de nombreux membres d'Azov, dont le nombre a atteint 3000 à différentes époques. C'est l'un des paradoxes de la propagande russe, qui prétendait que le régiment Azov était une menace pour les habitants russophones d'Ukraine. L'unité a gagné sa renommée en tant qu'une des unités les plus prêtes au combat et les plus motivées de la garde nationale lors des batailles expulsant les combattants russes de Mariupol en juin 2014, ainsi que pendant l'opération offensive et la libération du pont de Cherokeen en hiver 2015. D'ailleurs, jusqu'en 2022, l'unité a passé du temps à s'entraîner et constamment, elle disposait des munitions les plus modernes, de plusieurs pièces d'artillerie, de véhicules blindés légers et même d'une dizaine de chars. Les militaires ukrainiens ont combattu pendant 45 jours pour chaque rue, chaque maison, littéralement chaque mètre de Mariupol, et cela selon les Russes eux-mêmes. En prenant la ville d'assaut, les militaires russes et les combattants du DNR, qui ont perdu des milliers d'hommes, ont pu à la mi-avril chasser les Ukrainiens de presque toutes les cellules de résistance, y compris du port maritime et de l'usine Illich, un autre géant métallurgique situé à Mariupol. Dans le même temps, les offensives du Kremlin sont menées avec un effet assez dévastateur. Selon les organisations internationales, environ 95% de la ville a été touchée par des bombardements et des tirs d'obus. À la mi-avril, on a appris que certains de la marine ukrainienne avaient réussi à franchir le cordon de l'usine Illich, au nord de la ville, et à rejoindre les forces d'Azov au sud, à Azovstal. Les défenseurs de la ville, après cela, ont conjointement renforcé leur zone de défense de manière sérieuse. La Russie a donc concentré toutes ses forces sur la destruction du dernier bastion ukrainien à Mariupol, l'usine Azovstal. Elle est bombardée quotidiennement. Selon le commandant d'Azov, les occupants utilisent des bombes à chute libre, des roquettes, des bombes bunkers de 3 tonnes et toutes sortes d'artillerie. Suite au bombardement, la partie aérienne de l'usine est pratiquement détruite. Mais sa partie souterraine permet encore de sauver des milliers de vies. Des femmes et des enfants, y compris des nourrissons, se cachent dans des bunkers sous Azovstal. La plupart des proches, des militaires recherchés par les Russes, sont privés de chauffage, d'eau et de nourriture. Les médicaments, les désinfectants et les analgésiques sont épuisés depuis longtemps, et les gens manquent également de munitions pour se défendre, de nourriture et d'eau pour les systèmes de chauffage. Les abris d'Azovstal sont conçus pour résister aux frappes de bombes d'avion pesant jusqu'à 1 tonne. Dans le même temps, la Fédération de Russie largue des projectiles plus lourds sur l'usine à partir de bombardiers stratégiques. Par exemple, des bombes russes de 5 tonnes sont capables de pénétrer le plafond en béton armé, et tous ces enfants et leurs mères y laisseront la vie. Le Daily Mail a publié une description schématique
de la manière dont les bunkers d'Azovstal sont construits. Selon la publication, ils peuvent résister à de lourdes frappes aériennes et ont été conçus à l'époque soviétique en cas de guerre nucléaire. Une immense surface est occupée par des entrepôts, des hauts fourneaux, des centrales électriques et des puits de ventilation. Tous ces éléments créent des abris pour que les troupes ukrainiennes puissent se défendre. En dessous, il y a des tunnels qui s'étendent sur plusieurs étages sous terre. Ils permettent aux troupes ukrainiennes de mener des raids de guérilla à Mariupol en se déplaçant secrètement. Malheureusement, il y avait un traître à l'Ukraine parmi les employés de l'usine. Alexander Chouprin, ancien chef d'équipe à Azovstal, a donné des informations sur l'usine aux Russes, y compris sur les cachots où sont maintenus réfugiés des soldats et des civils ukrainiens. Une vidéo dans laquelle Chouprin raconte aux occupants les passages souterrains et les cachettes sous l'usine. Le temps nous dira si les occupants seront en mesure d'utiliser efficacement les informations qu'ils reçoivent. Le 21 avril au matin, le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'arrêt de l'assaut. Lors d'une réunion avec le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, il a qualifié l'assaut d'irréalisable. Il est nécessaire de bloquer la zone industrielle d'Azovstal pour qu'une mouche ne passe pas, a déclaré M. Poutine. Il a expliqué son ordre par son désir de sauver la vie des soldats russes. Selon Paul Adams, chroniqueur diplomatique à la BBC, Poutine avait plusieurs autres raisons d'empêcher l'assaut du dernier repère ukrainien dans la ville encerclée. L'une d'elles était que le président Vladimir Zelensky avait promis de mettre fin aux pourparlers de paix si les derniers défenseurs de la ville étaient tués. Peut-être que Poutine veut maintenir le processus diplomatique en vie, ou du moins l'apparence de celui-ci. Selon le journaliste de la BBC Joe Inwood, les dirigeants russes ont décidé de changer de tactique et d'affamer les militaires ukrainiens qui tiennent l'usine dans la ville encerclée. Après 2 mois de combat, la Russie affirme avoir pris Mariupol. Avec une correction, sauf pour Azovstal, qui continue à être bombardé. Cela dit, Azovstal représente 1/5 de Mariupol, ou 22 de la Cité du Vatican, ou 3 de Central Park à New York. Au début du mois de mai, l'armée russe a repris son assaut sur Azovstal. Il est remarquable que l'armée rouge ait livré la ville aux Allemands en 1 jour, alors que les combattants d'Azov, complètement encerclés, sans renfort, sans approvisionnement en munitions, ont tenu bon pendant un 3e mois. Et quoi que l'on puisse penser de ces personnes, c'est un véritable héroïsme. Après tout, même Stalingrad n'était pas comme ça. Pas même complètement bloqué. C'est tout mes amis. Donnez-nous vos likes si vous avez trouvé la vidéo intéressante, écrivez vos commentaires, et à bientôt.